Donc, bonjour à tous. Euh, donc, Jean m'a demandé de faire une petite présentation sur les neurosciences. Donc, je suis neuroscientifique à l'Institut Neurosciences de la Timone. Et j'ai pu noter que l'audience est d'une origine extrêmement large. Donc, je me suis dit que je pouvais vous parler un petit peu de ce qui se passe à l'heure actuelle en neurosciences, où sont les pistes de recherche en neurosciences, et notamment sur quelles applications en fait les neurosciences peuvent nous amener pour la santé publique. Donc ça va être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en neurosciences. J'ai choisi quelques exemples très ciblés. Euh, Comme vous le savez tous, en fait, le problème avec le cerveau, c'est que le cerveau est un organe extrêmement complexe, l'organe le plus complexe en fait du corps humain. Comme l'a dit Jean, c'est 2% du poids du corps, c'est 20% de la consommation d'énergie. Euh, Vous avez déjà pu peut-être le voir, mais en fait, le cerveau humain est organisé en différentes aires qui sont associées à différentes fonctions. Et même si on est, depuis un certain nombre d'années, sorti d'une théorie localisationniste rigide du cerveau, il y a quand même des aires du cerveau qui font des choses particulières que ne font pas d'autres aires. Donc, par exemple, on a le cervelet, le tronc cérébral qui sont impliqués plutôt dans les fonctions végétatives et motrices automatiques. Puis, on va avoir des aires sensorielles impliquées dans l'audition, la vision. Puis on a des aires qui sont impliquées dans les fonctions motrices, d'autres aires qui sont impliquées dans le langage, chez l'homme en particulier, puis des fonctions cognitives très présentes au niveau des lobes frontaux et préfrontaux, et enfin des fonctions associatives qui vont permettre de générer une perception cohérente de la réalité une fois qu'on a intégré toutes les informations sensorielles. Le problème avec le cerveau, en quelques chiffres, donc c'est le niveau de complexité. Donc le cerveau humain, c'est 86 milliards de neurones, avec en moyenne 7000 synapses par neurone. Le calcul rapide, c'est qu'en fait, ça fait 600 000 milliards de synapses. Alors, on a d'autres espèces qui ont énormément de neurones et énormément de synapses. On a par exemple la pieuvre qui a énormément de neurones, autant quasiment que l'homme, mais avec une structure beaucoup moins complexe que le cerveau de l'homme. La particularité du cerveau de l'homme, c'est qu'en fait, c'est un cerveau qui se met en place essentiellement face à l'expérience. Le développement du cerveau se passe essentiellement extra-utéro, en fait, après la naissance de l'enfant. Et du coup, le cerveau est structuré par l'expérience et par la culture. Donc, il a une connectivité très précise avec des connexions qui sont parfois très longues et avec des vitesses de transmission de l'information entre les différentes aires qui sont variables. Donc, comment on essaye de comprendre cet organe? Vous avez ici une image qui a été faite en diffusion tensor imaging, imagerie par tenseur de diffusion, pardon, qui est une technique d'IRM et qui permet de voir les tractus de fibres d'un cerveau humain. Vous voyez le nombre de fibres, vous voyez qu'en fait, il y a des fibres qui sont à peu près dans toutes les orientations. Ici, l'orientation verte, c'est une orientation de l'arrière vers l'avant. L'orientation rouge, c'est une orientation qui est du centre du cerveau vers le côté latéral. Et vous voyez qu'il y a une complexité des fibres qui est extrêmement grande. On peut aller même plus loin. Si on regarde les neurones, donc les neurones, ce sont les cellules nerveuses qui sont responsables principalement de la transmission de l'information dans le cerveau. On a aussi des cellules de support, des cellules gliales, mais nous, on va s'intéresser plutôt aux neurones, qui sont vraiment les porteurs en fait du message dans le cerveau. Eh bien, quand on regarde les neurones dans différentes aires, et même dans une même région, on se rend compte qu'il y a une variété de morphologie qui est extrêmement grande. Ici, vous avez 3 types de neurones qui font partie du cervelet. Les neurones de Purkinje, qui sont des neurones emblématiques, en fait, magnifiques, avec ce qu'on appelle une arborisation dendritique extrêmement complexe. On a des cellules étoilées du cervelet. Vous voyez bien que la forme n'est pas du tout la même, en fait. Et très souvent et systématiquement, en fait, la différence dans la forme est associée à une différence de fonction. On a aussi des cellules de Golgi, où vous pouvez voir qu'en fait, la cellule n'a pas du tout la même morphologie. On a des dendrites en haut ici, un axone. L'axone, Jean a dû vous en parler ce matin, c'est le prolongement du neurone qui va permettre au neurone d'envoyer l'information vers ses partenaires. Et on a comme ça, dans les différentes aires du cerveau, différents types de neurones avec différentes morphologies. Ça, c'est un neurone pyramidal qu'on va retrouver dans l'hippocampe, qui est une région centrale dans le cerveau, une zone paléocorticale en fait qui est très impliquée dans la mémoire épisodique, notamment toute la mémoire qu'on a
de notre passé. C'est une des premières zones qui est touchée dans l'Alzheimer et c'est pour ça qu'on perd la mémoire épisodique. Le neurone pyramidal, qui est un neurone emblématique qu'on retrouve dans le cortex aussi. Et là, vous avez un neurone dopaminergique de la substance noire compacte. La substance noire compacte, c'est la région qui dégénère dans Parkinson. Et c'est à cause de la perte de ces neurones, ici c'est un neurone de souris, c'est à cause de la perte de ces neurones, en fait, qu'on commence à avoir des troubles moteurs. Et donc, on a une grande variété comme ça de formes de neurones, des neurones qui varient dans leur forme, qui varient dans leur fonction, qui ont des propriétés moléculaires qui sont différentes aussi. Et une grosse partie du travail à l'heure actuelle en neurosciences, c'est simplement d'essayer de mieux comprendre cette complexité, de mieux caractériser la variété et la diversité des neurones. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Soyez pas effrayés par les images, quelques exemples d'études. Ça, c'est une étude qui a été faite donc en 2021, publiée dans Nature par le Brain Initiative Cell Census Network. Le Brain Initiative, c'est un grand projet de consortium américain financé avec plusieurs milliards de dollars qui a été créé par le NIH, le National Institute of Health, et en fait qui a pour but de promouvoir un travail collaboratif dans les neurosciences. Et ici, donc, dans cette étude, les auteurs ont voulu caractériser la diversité neuronale qu'il y a dans le cortex moteur, l'aire M1 chez l'humain, chez un primate non humain et chez la souris, et faire une analyse comparative entre les différentes espèces. Et c'est simplement pour vous donner une idée du type de travail, la complexité du travail qui est fait en neurosciences à l'heure actuelle. On peut faire plein de choses. On peut regarder l'expression génétique dans les neurones. On peut regarder là où les neurones projettent dans les différentes aires du cerveau. On peut regarder ça de manière très précise avec des marquages cytochimiques. On peut utiliser des modèles génétiques de souris. Et à la fin, avec toutes ces méthodes, on arrive à dénombrer et caractériser en fait la diversité qu'il y a dans l'aire motrice M1. Pour la faire rapidement, en fait, ici, chaque couleur est associée à un type de neurone différent. Donc, vous voyez qu'en fait, dans une toute petite partie de l'aire M1 du cortex, en fait, on a des centaines de neurones différents qui vont participer à la fonction de cette région. Alors, on peut même aller plus loin. Il y a une étude très récente, très marquante, qui vient juste d'être publiée dans Science, où les auteurs, en fait, ont récupéré un fragment de cerveau chez un patient qui était opéré pour une épilepsie pharmacorésistante. Et donc, quand ces patients sont opérés, en général, on essaye de récupérer un morceau de cerveau pour faire de la recherche dessus. Et dans ce morceau de cerveau, cette petite carotte de cerveau, en fait, ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont caractérisé l'intégralité de toutes les cellules qui étaient contenues dans cette zone-là, en faisant un travail extrêmement complexe d'imagerie par microscopie électronique et par microscopie à super résolution. Et vous pouvez voir ici l'intégralité des neurones et des cellules de support, les cellules gliales. Ici, une population spécifique de neurones. Ici, une autre population de neurones. Ici, un type de cellules de support. Ici, deux autres types de cellules de support. Ici, la vascularisation de cette aire corticale. Et ici, le trajet des fibres nerveuses qui relient tous ces neurones. Et comme vous le voyez, le nom, c'est pétavoxel. Un péta, c'est 10 puissance 15. Donc, c'est un volume d'images où on a 10 puissance 15 petits morceaux d'images. C'est un travail colossal qui a été fait et dans lequel les auteurs ont même pu regarder en fait toutes les synapses individuelles. Donc, ces synapses, ce sont les contacts d'un neurone à l'autre qui font qu'un neurone peut communiquer une variation électrique à un autre neurone et transmettre l'information le long des trajets nerveux. Et vous voyez qu'on a une quantification de toutes les synapses individuelles. Vous voyez tous ces contacts ici, en fait. Donc, tout ça a été fait dans ce travail, révélant encore une fois le niveau de complexité du cerveau. Et je peux même vous montrer une image d'une autre initiative qui a été faite par le Allen Institute for Brain Science, qui est un très gros institut privé aux États-Unis qui travaille en neurosciences. Et vous avez le même type de travail ici, c'est 1 mm³ de cerveau de souris, de cortex de souris, où les auteurs, les scientifiques ont fait la même chose. Ils ont été reconstruire l'intégralité des neurones qui étaient présents dans cette zone en faisant de la microscopie électronique serrée, c'est-à-dire qu'en fait, on prend des coupes de 30 millionièmes de mètre et en fait, on les fait à la suite les unes des autres et on reconstruit l'intégralité de la structure du tissu nerveux
Et vous voyez qu'en fait, après, on a accès à ce site où on peut voyager à travers ces coupes en microscopie électronique. On peut visualiser la structure des neurones, leurs points de contact éventuels, leur orientation, leur structure fine. Et donc ça a été fait par le Allen Brain Institute. Donc, je vous ai montré ça pour vous donner une idée en fait de ce que ça veut dire faire de la recherche en neurosciences à l'heure actuelle. Faire de la recherche en neurosciences, c'est notamment en fait se confronter à des données comme ça, essayer de les comprendre et essayer de leur donner un sens. Alors, quand vous voyez la complexité de ces données, la masse de données générées est gigantesque. Vous avez tous probablement un ordinateur avec un disque dur externe. À l'heure actuelle, c'est facile d'acheter un disque dur de 1 Tera, d'accord, pour y stocker 1 millier de films à peu près. Sur des données comme ça, on est au-delà du Tera, on est sur la centaine de Tera ou voire sur des pétabytes. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait 1000 disques durs externes pour stocker les données qui représentent l'organisation d'1 millimètre cube de cerveau de souris. D'accord? Donc, vous imaginez le degré de complexité qu'on atteint? Ça, c'est de la structure. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les interprète? Comment on arrive à déduire de ces données qui sont de la cartographie, de la géographie du cerveau, comment on arrive à en déduire en fait les fonctions des aires du cerveau? Donc, c'est la vraie complexité à l'heure actuelle des neurosciences. Et il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Les données que je vous ai présentées jusqu'à présent, c'est-à-dire ça, par exemple, le pétavoxel, ou alors même ce que je vous ai montré, où on pouvait naviguer dans les neurones, du Allen Brain Institute, toutes ces études ne seraient pas possibles si derrière on n'avait pas des outils computationnels, notamment des outils de deep learning, des outils de modélisation, qui permettaient en fait de comprendre, de donner un sens à ces données et voire d'essayer de comprendre leur incidence fonctionnelle. Donc l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, c'est une partie intégrante de la recherche en neurosciences, notamment quand on fait des études d'imagerie extrêmement complexes comme ça. L'intelligence artificielle, c'est basé sur un principe. On a des programmes, des algorithmes qui représentent des neurones artificiels. On construit des réseaux qui ont énormément de couches. Quand on parle de deep learning, ça veut dire qu'il y a énormément de couches dans notre réseau de neurones artificiels. On nourrit ce réseau avec des données, des images par exemple, et on laisse le réseau apprendre à reconnaître ces données, à interpréter ces données. À la fin, on se rend bien souvent compte qu'en fait, un réseau comme ça est bien plus capable qu'un humain en fait de trouver les informations pertinentes dans des données. C'est utilisé à l'heure actuelle pour la détection de tumeurs dans le cancer du sein et des choses comme ça. Donc ça, c'est une des parties, c'est une des parties des outils computationnels qui sont utilisés. L'autre outil qui est très utilisé, mais depuis des années, c'est la modélisation computationnelle. C'est-à-dire toute écriture, tout programme informatique qui a pour but de simuler, avec différents degrés d'abstraction ou de complexité, la fonction biologique, dans ce cas-là, la fonction nerveuse. Alors là, vous avez un exemple d'une autre initiative qui a eu lieu au niveau européen, qui a été menée par Henry Markram de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et qui s'appelait The Blue Brain Project. C'est le Blue Brain Project qui a donné lieu ensuite au Human Brain Project, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui était un projet de 1 milliard de dollars qui finançait les recherches en neurosciences au niveau européen. Dans cette étude, ce qu'ont fait Markram et ses collaborateurs, c'est de collecter un certain nombre d'enregistrements de cerveaux de souris avec des instruments d'électrophysiologie qu'on voit ici. Ensuite, associer ça à une reconstruction morphologique, comme vous l'avez vu pour les images que j'ai montrées avant. Et puis ensuite, utiliser toutes ces données au niveau cellulaire et moléculaire, utiliser un superordinateur et faire un modèle informatique juste, en fait, basé sur les données collectées à l'expérimentation, de la façon dont, là encore, une petite portion du cortex d'une souris va fonctionner et va traiter l'information. L'idée derrière, c'était de pouvoir simuler l'activité électrique des neurones, de tous ces neurones, grâce à un supercalculateur, et de pouvoir faire des prédictions sur les variations de l'activité, soit chez l'animal dans un contexte comportemental donné, soit ce qu'on appelle ex vivo, c'est-à-dire en dehors de l'animal. On peut faire la modélisation à un niveau différent aussi. Ici, je vous présente juste une image qui résume
le travail que fait The Virtual Brain, qui est aussi une initiative européenne qui a été en fait lancée par un chercheur directeur d'un laboratoire sur la Timone qui s'appelle l'Institut de neurosciences des systèmes, et le chercheur en question, c'est Victor Girsin. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'essayer de modéliser le comportement du cerveau entier. En particulier, ces chercheurs se posaient une question importante qui était dans le cas des épilepsies pharmacorésistantes dont j'ai parlé tout à l'heure, et quand on doit retirer un morceau de cerveau, c'est extrêmement important de pouvoir localiser de façon très fine et très précise le locus qui est responsable des crises d'épilepsie, parce qu'on ne veut pas sauver la personne de ces crises d'épilepsie, mais en l'amputant de la moitié de son cerveau. Le but, c'est d'être le plus précis possible. Or, parfois, la localisation de ces focus épileptiques est extrêmement difficile. Eh bien, ces chercheurs ont proposé qu'en fait, si on a suffisamment d'enregistrements du cerveau avec un électroencéphalogramme, donc un enregistrement totalement non invasif externe, et qu'on peut faire un modèle, ce qu'on appelle mésoscopique ou macroscopique de la propagation de l'activité, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut peut-être faire des prédictions, comprendre ces enregistrements et localiser de manière beaucoup plus précise les focus des crises d'épilepsie. Et donc, à ce moment-là, c'est utiliser la modélisation pour avoir un modèle computationnel de l'activité globale du cerveau et s'en servir pour traiter les patients qui ont besoin d'avoir recours à la chirurgie. Donc, la deuxième difficulté, donc là, on parlait de la complexité du cerveau. La deuxième difficulté, c'est que le cerveau est très fragile. Je suis un peu plus long que prévu. Le cerveau est un organe très, très fragile et très difficile à réparer. Et là, je vais parler principalement des applications. On est concerné par de nombreuses choses quand on parle du cerveau. On est tous concernés à l'heure actuelle avec le vieillissement de la population par les maladies neurodégénératives, que ce soit la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer ou encore les scléroses amyotrophiques ou les scléroses en plaques. Et donc, on aimerait tous pouvoir éviter ou retarder la dégénérescence neuronale. On aimerait pouvoir permettre à un patient de communiquer de nouveau après un AVC qui a touché les zones du langage. On aimerait pouvoir permettre à un patient qui a eu une section de la moelle épinière de pouvoir remarcher. Et la question, c'est comment on peut essayer de proposer des solutions. On a plusieurs solutions. Une première solution, c'est d'essayer de réparer la partie défaillante du système nerveux ou du cerveau. Le problème, c'est que je vous ai montré un petit peu la complexité du cerveau. Aller remplacer un neurone et lui redonner la connectivité qu'il était supposé avoir au départ, c'est une affaire plus que complexe. L'autre possibilité, c'est d'essayer de court-circuiter la partie malade, en fait. Et là, vous allez voir qu'on fait appel de nouveau à des techniques d'intelligence artificielle, de modélisation, des techniques computationnelles. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples, ça va être très rapide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer des neurones? Eh bien, en 2000, oui, on a une problématique qui est que les maladies neurodégénératives ont très souvent une composante génétique forte. Vous avez tous entendu parler probablement de près ou de loin du peptide amyloïde, de la protéine tau pour Alzheimer ou encore de l'alpha-synucléine pour Parkinson. Ce sont les gènes qui sont défectueux dans ces maladies-là, même si ces maladies-là ne sont pas uniquement dues à des facteurs génétiques. Et la question, c'est comment on intervient sur une mutation génétique, est-ce qu'on peut la corriger? Comment on remplace des neurones défaillants ou des neurones mourants? Ben, on a deux pistes là-dessus, des pistes assez récentes. L'une d'entre elles, c'est l'édition génétique. Emmanuelle Charpentier, chercheuse française, mais extradée en Allemagne, a eu le prix Nobel de chimie en 2020 avec Jennifer Doudna pour la découverte de l'édition génétique par un système bactérien qui s'appelle le système CRISPR-Cas9. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais simplement CRISPR-Cas9, c'est un système qui vous permet de modifier, d'aller chez un individu dans des cellules matures ou des cellules immatures et d'aller directement modifier le génome de la personne. Vous avez peut-être entendu parler il y a 1 ou 2 ans d'un Chinois qui avait utilisé cette technique sur des sœurs jumelles qui sont nées et qui ont été le produit d'expérimentation d'édition génétique. Il n'avait absolument pas le droit de le faire. Il a été radié de l'Académie des sciences chinoises. Mais c'est des techniques qu'on pense à l'heure actuelle pouvoir appliquer à l'humain. Et notamment, on pourrait imaginer que chez un individu qui a une forme génétique d'une maladie neurodégénérative, on aille réparer les mutations génétiques qui sont responsables de la pathologie pour essayer de faire que les neurones fonctionnent bien de nouveau. Donc ça, c'est une piste possible. L'autre piste possible, et en fait qui est pas mutuellement exclusive, ça peut être une combinaison des deux qui sera utilisée à l'avenir, c'est les cellules souches, et notamment ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes, qu'on doit à ce monsieur
Shinya Yamanaka, qui a remarqué qu'en fait, on pouvait prendre des cellules qui sont déjà différenciées, déjà matures, des cellules de peau par exemple, et en appliquant un cocktail donné et très précis de molécules, on peut obliger ces cellules à redevenir des cellules omnipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner toutes les cellules du corps. Et donc, à partir de cellules de peau, on peut reproduire des neurones, des cellules musculaires, des cellules du foie, etc., etc. Et donc ça, bon, ça lui a valu le prix Nobel qu'il a eu très jeune, il avait 48 ans à l'époque, en 2012. Il a eu le prix Nobel pour ça parce que les voies, les espoirs thérapeutiques qu'une telle technique ouvre pour tout un tas de pathologies sont absolument immenses. Et donc, on pourrait imaginer, par exemple, que dans la maladie de Parkinson, et c'est des pistes de recherche que de nombreux chercheurs suivent en neurosciences, que dans la maladie de Parkinson, en fait, on prenne des cellules de peau de la personne, on voit qu'il y a une mutation dans les neurones dopaminergiques, on prend une cellule de peau de la personne, on en fait une cellule souche pluripotente, on redéveloppe des neurones dopaminergiques à partir de ces cellules souches et on les corrige de la mutation et on réinjecte ça dans la personne, on vient remplacer des neurones qui sont en train de mourir par des neurones qui n'ont pas la mutation qui les font mourir. Évidemment, ce n'est pas dénué de risques. La complexité du cerveau fait que remplacer des nouveaux neurones, oui, mais remplacer des nouveaux neurones qui se connectent exactement à la bonne région, là, c'est déjà un peu plus compliqué. Pour vous donner une idée, la substance noire, elle est à peu près là, et l'air qu'elle connecte, elle est à peu près là. Donc là, on mesure 5 ou 6 cm de distance. Alors, lorsque le cerveau se développe, au moment où le cerveau se développe, les neurones dopaminergiques ont tous les signaux qu'il faut pour connecter la bonne région, mais une fois que vous êtes adulte ou que vous avez 60 ou 70 ans, les signaux sont plus là. Donc, comment on résout cette équation? C'est extrêmement complexe. L'autre problème, c'est que les cellules issues de cellules souches gardent souvent une capacité tumorigène, et on a tout sauf envie de soigner la maladie de Parkinson, mais de provoquer une tumeur au cerveau à la personne qu'on soigne. L'autre piste, et ça va être mes dernières slides, l'autre piste qui est explorée de façon beaucoup plus pratique à l'heure actuelle, déjà mise en place, c'est la possibilité d'utiliser des interfaces cerveau-machine. Ça ne cible pas vraiment les mêmes pathologies, mais dans le cas des personnes qui ont eu un AVC et qui ne peuvent absolument plus communiquer, par exemple, on sait qu'on peut implanter des électrodes dans leur cerveau pour enregistrer leur activité cérébrale, décoder cette activité cérébrale de manière à ce qu'elle puisse commander des systèmes, des appareils, et notamment commander, par exemple, des curseurs sur un écran d'ordinateur qui leur permettent de formuler des phrases en modulant eux-mêmes leur activité cérébrale et retrouver une capacité de communication avec l'extérieur. Mais peut-être que l'application la plus percutante qui a été faite de ce type de technique, c'est une interface cerveau-moelle épinière impliquant des machines qui a été faite en 2023, je crois, par l'équipe de Grégoire Courtine à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où pour un patient qui avait eu une section de la moelle épinière et qui était incapable de marcher, ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont implanté des électrodes au-dessus de son cortex moteur, ils ont implanté des électrodes de stimulation dans sa moelle épinière, et en fait, ils ont appris au patient à contrôler sa propre activité cérébrale de manière à ce qu'il puisse, de manière autonome, recontrôler le mouvement de ses jambes. L'idée, c'est d'avoir en fait un système qui est portable, que la personne peut avoir sur son dos, et après chirurgie et implantation des électrodes, qu'elle puisse de façon autonome recommencer à marcher. Et je vais quand même vous montrer une vidéo parce qu'elle est assez saisissante. Si j'arrive à trouver mon curseur. Donc là, vous avez le participant 7 ans avant sa blessure, qui marche avec des cannes anglaises, en ayant une aide mécanique en fait qui lui permet d'alléger son poids. Et vous voyez ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est 7 ans avant. Et puis, ensuite, on lui installe le système d'enregistrement et de stimulation de la colonne vertébrale et le patient apprend à remarcher, mais il ne remarche pas de façon autonome puisque là, il est stimulé électriquement de façon volontaire en fait par l'extérieur. Et vous voyez qu'après quelques mois de réhabilitation, tout seul, en fait, le patient est capable, alors certes, il ne marche pas comme vous et moi, mais il est capable de se déplacer tout seul
simplement avec un ordinateur qui est capable en temps réel, en fait, d'enregistrer les activités cérébrales, de les décoder et de renvoyer ces messages vers une stimulation de la moelle épinière. Et vous voyez que même dans ce cas-là, en fait, il y a un deuxième effet de cet apprentissage et de ce contrôle de l'activité de la moelle épinière et du cerveau, c'est qu'à terme, le système nerveux se modifie au cours de l'apprentissage et en fait, l'effet de l'apprentissage reste ancré et le patient peut marcher tout seul. Donc, ceci étant dit, je vais avoir fini. C'était vraiment en fait une présentation très courte et très parcellaire de ce qui est fait en neurosciences, mais je voulais juste vous montrer un petit peu le niveau de complexité, ce que ça veut dire faire des neurosciences à l'heure actuelle, et en quoi la recherche sur le cerveau, la recherche fondamentale, je suis un fervent défenseur de la recherche fondamentale. Vous vous rendrez compte qu'en fait, toutes les applications pour la santé publique viennent de recherches très fondamentales, et on peut remonter très loin pour avoir cette conclusion. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce qui est fait en neurosciences à l'heure actuelle, à quel point notre travail expérimental dépend énormément des avancées des techniques computationnelles, l'intelligence artificielle, la modélisation, et que réparer le cerveau, malheureusement, même en 2024, avec toutes ces techniques, ça reste un problème extrêmement complexe, simplement lié à la complexité du cerveau lui-même. Donc, en résumé, notre connaissance du cerveau a énormément évolué au cours des 40 dernières années et continue d'évoluer de manière exponentielle. Je vous ai montré l'exemple des cartographies cellulaires assez impressionnantes qu'on est capable de faire aujourd'hui. Les avancées en modélisation en intelligence artificielle permettent de manipuler et de donner du sens aux gigantesques quantités de données qui sont obtenues. Pour autant, nous sommes loin de vraiment bien comprendre comment le cerveau génère toutes les fonctions qui lui sont attribuées, la logique, les émotions, la conscience et d'autres. On n'a parlé que de choses assez basiques aujourd'hui. Le cerveau reste un organe très fragile et très complexe dont la réparation reste à ce jour très difficile. L'édition génétique et les cellules souches pourraient être une solution. J'en doute un peu moi-même, mais je l'espère. Et sur certains traumatismes spécifiques, les interfaces cerveau-machine semblent assez prometteuses. Voilà, je vous ai donné un petit résumé trop rapide et trop parcellaire de ce que sont les neurosciences aujourd'hui. Mais voilà, c'était ma contribution. Merci.